Tu pourrais être en train de détruire ta réputation sans même t'en rendre compte. Il existe des habitudes qui paraissent insignifiantes, mais petit à petit, elles rongent le respect que les autres ont pour toi. Et le pire, c'est que tu répètes peut-être ces schémas tous les jours, sans imaginer les dégâts silencieux qu'ils provoquent dans ta vie personnelle, professionnelle et même financière. Maintenant, réfléchis. Si ta réputation était un compte bancaire, qu'est-ce que tu y déposes chaque jour? Du respect ou du doute? Comme l'a dit Warren Buffett, il faut 20 ans pour bâtir une réputation et seulement 5 minutes pour la ruiner. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer les 7 habitudes toxiques qui sabotent ton image et t'éloignent du respect que tu mérites. Et si tu veux être reconnu avec admiration, traité avec sérieux et respecté pour ton attitude, écris en commentaire « Aujourd'hui, je commence à éliminer ce qui m'affaiblit ». Car personne ne construit une réputation solide en conservant de faibles habitudes. Maintenant, passons à la première habitude que tu dois éliminer. Numéro 1. Faire des commérages. Faire des commérages est une habitude tentante et semble inoffensive. Parfois, cela commence comme une tentative de créer des liens. Raconter quelque chose sur une autre personne semble rapprocher et générer de la connexion. Mais ce type de lien est fragile, construit sur un terrain instable de méfiance, et ce qui rapproche aujourd'hui peut éloigner demain. Imaginez une situation simple. Un collègue vous confie quelque chose de personnel au travail. Le lendemain, vous en parlez à une autre personne, qui en parle à une autre, et bientôt l'histoire se répand dans les couloirs de l'entreprise. Résultat, la confiance s'est envolée, ce collègue s'éloigne, et les autres vous observent avec prudence. Si vous avez parlé de lui, qui peut garantir que vous ne parlerez pas d'eux aussi? Parler des autres, c'est comme lancer un boomerang. Tôt ou tard, il revient vers vous. Et parfois, il revient avec force. Imaginez maintenant un groupe d'amis. Quelqu'un commente qu'un des amis du groupe a des problèmes de couple, disputes et rumeurs d'une possible infidélité. La conversation commence avec de la préoccupation, mais se transforme rapidement en jugement, en moquerie et en petits rires. Tout semble normal jusqu'à ce que la vérité parvienne aux oreilles de celui qui a été exposé. Et avec elle, la déception, car ce qui a été dit ne fait pas seulement mal par son contenu, mais parce que cela vient d'un endroit inattendu. Épictète disait que nous devons nous concentrer sur notre propre conduite. Lorsque nous parlons des autres, nous détournons le regard de l'endroit où il devrait être, sur ce qui doit être amélioré en nous. Faire des commérages, c'est comme essayer de construire un pont avec du bois pourri. Cela semble solide au début, mais cela ne soutient rien avec le temps. De plus, il y a un détail encore plus subtil. Le commérage donne une fausse impression de pouvoir. Savoir quelque chose que l'autre ne sait pas, exposer ce que l'autre cache. Mais cet avantage est illusoire. Ce qu'il révèle, en réalité, ce n'est pas de la supériorité, c'est de l'insécurité déguisée. Si vous voulez être perçu comme quelqu'un de fiable, commencez par éliminer cette habitude. Même avec de bonnes intentions, parler de la vie des autres est un écart d'intégrité. Changez de focus. Lorsque l'envie de commenter surgit, demandez-vous « Est-ce qu'il va bien ?» ou « Est-ce qu'il a besoin d'aide ?» Et quand quelqu'un vous apporte une commère, répondez avec élégance et maturité « J'espère que tout ira bien » ou « Et toi, comment tu vas ?» Ce n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi et de la loyauté silencieuse. Vous voulez un test concret? Durant les 7 prochains jours, évitez tout commentaire sur la vie de quelqu'un qui n'est pas présent. Participez uniquement à des conversations qui vous apportent des idées, qui vous inspirent et qui vous font grandir. Et observez. La manière dont vous parlez des autres révèle à quel point vous vous respectez vous-même. Le respect ne se construit pas avec de belles phrases. Il se construit avec le silence, avec la loyauté et avec le courage de quitter le prochain cercle de commérage, même s'il est intéressant. Car la confiance ne se demande pas, elle se prouve. Et si vous voulez en apprendre davantage sur la maîtrise émotionnelle, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque vidéo peut être un nouveau pas dans votre évolution. Maintenant, numéro 2. Agir dans le désespoir. Agir dans le désespoir, c'est comme essayer d'apaiser un feu en y jetant encore plus de flammes. Le geste est rapide et bruyant, mais au lieu de résoudre, il ne fait que révéler à quel point vous avez perdu le contrôle. Et celui qui perd le contrôle, perd le respect. Chaque fois que vous agissez poussé par la peur au lieu de la clarté, vous transmettez de l'instabilité.
Et l'instabilité engendre le doute. Les gens peuvent ressentir de la pitié, mais ils ne feront jamais confiance à quelqu'un qui semble toujours au bord de l'effondrement. Imaginez une présentation importante, le client commence à paraître ennuyé et, pris de panique, vous accélérez, vous promettez plus que ce que vous pouvez tenir, vous essayez de paraître plus que ce que vous êtes. L'intention était de convaincre, mais l'effet est l'inverse. Personne ne fait confiance à quelqu'un qui semble supplier d'être choisi. Ou dans une relation. Vous commencez à sortir avec quelqu'un, tout se passe bien, mais un jour sans nouvelles, et cette petite distance vous met déjà en alerte. Au lieu de rester calme, vous envoyez plusieurs messages d'affilée, vous analysez les likes, vous élaborez des théories, vous exigez des explications. Cela ne montre pas plus d'intérêt, cela montre du désespoir. Et celui qui étouffe perd totalement son charme. Marc Aurèle a écrit « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. » C'est là toute la différence entre celui qui maîtrise sa vie et celui qui se laisse emporter par elle. Celui qui agit sous l'impulsion cherche toujours à contrôler ce qui est à l'extérieur. Celui qui reste centré montre sa force là où elle compte vraiment, dans la maîtrise de soi. C'est comme voir quelqu'un essayer de calmer un bébé qui pleure en criant encore plus fort. L'excès ne résout pas le chaos, il ne fait que l'amplifier. Ce qui vous maintient vraiment debout, c'est le calme de celui qui ne cède pas à la panique. Et ne vous blâmez pas pour avoir déjà agi ainsi, nous avons tous agi dans le désespoir. Nous avons tous cédé à la précipitation dans des moments de peur. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de honte, c'est de développer votre conscience. Parce que ce qui sabote votre parcours, ce n'est pas la peur en elle-même, mais à quel point vous la laissez décider à votre place. Le désespoir est traître. Il porte le masque de l'urgence, mais derrière, il n'y a que confusion. Il bloque la pensée logique et vous pousse à des décisions impulsives. Vous acceptez n'importe quelle proposition. Vous entrez dans des relations bancales. Vous lancez des projets ou des partenariats voués à l'échec. Vous abandonnez votre propre valeur, puis vous regrettez. Et le cycle continue, parce que celui qui n'apprend pas à maîtriser ses propres émotions aura toujours le désespoir comme guide de son histoire. C'est pourquoi chaque fois que vous êtes sur le point d'agir trop vite, arrêtez-vous, respirez et demandez-vous. Est-ce une réaction ou un choix? Si c'est une réaction, attendez, faites une pause de quelques minutes, vous vous rendrez compte que ce petit geste peut vous épargner des décisions et des conséquences désastreuses. Mais si c'est un choix, agissez avec fermeté, car la précipitation peut vous convaincre pour quelques secondes, mais le calme impressionne pour toujours. Dans les relations, le même principe s'applique. Si quelqu'un s'éloigne, ne courez pas derrière comme si vous essayiez de combler un vide. Le silence, parfois, en dit plus long sur l'autre que tous les messages que vous pourriez envoyer. Votre calme, en ce moment, est votre armure. Il protège votre dignité, votre énergie et votre clarté. Le respect naît quand les autres comprennent que vous ne sacrifiez pas votre paix pour être accepté. Que vous ne quémandez pas de l'attention et que vous n'essayez pas d'acheter de l'amour avec de l'agitation. Parce que celui qui est solide n'a pas besoin de se justifier. La prochaine fois que le désespoir frappera, faites le contraire de ce qui l'attend. Restez. Restez avec vous-même, restez dans le silence et restez fort. Parce que c'est ce calme, et non la précipitation, qui fait que les autres vous prennent au sérieux. Comme l'a dit Morgan Housel, auteur du livre « La psychologie de l'argent », si une opportunité ne peut pas attendre 24 heures, elle ne mérite pas votre investissement. Ce qui exige une décision immédiate vous place en position de faiblesse. Si c'est vraiment précieux, ce sera encore là demain, et si cela ne peut même pas attendre un jour, c'est peut-être que cela n'en a jamais vraiment valu la peine. Numéro 3. Interrompre les gens. Interrompre est une habitude plus courante et plus destructrice qu'il n'y paraît. Très souvent, on pense simplement participer à la conversation, contribuer avec enthousiasme, mais sans s'en rendre compte, on prend quelque chose qui ne nous appartient pas, le tour de l'autre d'être écouté. Et derrière ce geste, le message implicite est clair. Ce que j'ai à dire est plus important que ce que tu es en train de dire. Imaginez un dîner entre amis. Quelqu'un commence à raconter une histoire. Vous vous emballez, vous intervenez pour commenter ou compléter. Peut-être que votre intention était d'ajouter quelque chose, mais l'effet est inverse. Le rythme de la parole est brisé. Le fil de la pensée se perd. Et ce qui devait être un moment de partage devient une lutte silencieuse pour attirer l'attention.
Dans le cadre professionnel, l'impact est encore plus perceptible. Un collègue présente une idée en réunion et avant qu'il ne termine, vous le coupez pour exposer votre point de vue. Dans votre esprit, c'était de la proactivité. Mais pour ceux qui observent, cela ressemble à de l'anxiété, de l'impatience ou un manque d'écoute active. Interrompre, c'est comme forcer la porte d'une pensée encore en construction. Ce qui était en train d'être bâti s'effondre. Et celui qui parlait sent que sa voix n'a pas été entendue, mais réduite au silence. Et voici le point essentiel. Celui qui interrompt n'écoute pas pour comprendre. Il écoute seulement pour répondre, et cela peu à peu mine le respect. Marc Aurèle disait « Le véritable pouvoir réside dans le calme, même quand l'impulsion d'agir est forte. Ce calme se manifeste dans l'écoute. Quand vous laissez l'autre terminer, vous transmettez quelque chose de rare, du respect, de l'équilibre et de la présence, tout cela sans élever la voix. Maintenant, imaginez le contraire. Quelqu'un vient à vous avec une confidence, une réussite, une demande, et vous écoutez, sans hâte, sans interruption. Ce silence attentif crée un espace de confiance, et aujourd'hui, celui qui offre une écoute véritable offre quelque chose de plus rare que n'importe quel conseil. La sécurité. Si vous vous rendez compte que vous avez cette habitude, ne vous blâmez pas. La plupart d'entre nous ont été formés à conquérir de l'espace, à être le premier à parler, le plus rapide à réagir, le plus présent dans la pièce. Mais il existe une force silencieuse dans le fait d'écouter jusqu'au bout, une force qui ne demande aucune précipitation, juste de la maturité. Très souvent, l'interruption naît de la peur de ne pas être entendu, mais celui qui a une sécurité intérieure n'a pas besoin de lutter pour chaque phrase. Parce qu'il sait qu'au bon moment, sa voix aura de la valeur et sera entendue, non pas grâce à l'insistance, mais grâce à l'autorité de celui qui a d'abord écouté. Vous voulez changer ce schéma? La prochaine fois que vous sentez l'impulsion d'interrompre quelqu'un, respirez, attendez, écoutez, et lorsque ce sera votre tour, utilisez des phrases comme « puis-je ajouter quelque chose ?» ou « ce point m'a fait penser à quelque chose de similaire ». Ainsi, vous n'imposez pas votre voix, vous construisez ensemble. Les stoïciens nous rappellent le self-control est la base du respect. Et écouter, vraiment, est un des gestes les plus puissants que vous puissiez offrir, car, ironiquement, plus vous écoutez, plus votre propre voix commence à compter. Lors de votre prochaine conversation, essayez ceci. Occupez la place de l'écoute pleine. Retenez l'envie de parler et laissez de l'espace. Vous verrez à quel point même le silence peut transformer un dialogue, parce qu'au fond, celui qui écoute avec le cœur n'a jamais besoin d'interrompre pour être entendu. L'habitude numéro 4 est un vrai tournant. Et avant de vous la dévoiler, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo. C'est simple pour vous et très précieux pour nous. Maintenant, oui. Numéro 4. Vivre dans la rareté. La mentalité de rareté est un poison silencieux. Lorsque tu vis avec l'impression qu'il manque toujours du temps, que l'amour est rare, que l'argent ne suffit jamais, ou qu'il n'y a de place que pour un seul au sommet, tu commences à agir avec peur. Et là où la peur gouverne, le respect disparaît. Les personnes qui vivent en état d'alerte ne s'en rendent pas compte, mais elles transmettent en permanence de la tension, chaque geste est chargé d'urgence, chaque conversation est imprégnée de méfiance. Et personne ne se sent à l'aise auprès de quelqu'un qui semble prêt à s'effondrer à tout moment. C'est comme marcher avec un sac percé, peu importe ce que tu y mets, tout finit par s'échapper, parce que l'attention n'est pas portée sur ce que l'on a, mais sur ce qui manque. Dans un environnement professionnel, par exemple, si tu crois qu'il n'y a de place que pour une personne mise en avant, tu peux te mettre à agir de manière égoïste, à garder des informations, à dévaloriser tes collègues par de petites remarques ironiques, à vouloir briller seul. Peut-être gagneras-tu de la reconnaissance au début, mais très vite, tout le monde verra ton attitude. La collaboration disparaît, la confiance s'efface et le respect, qui exige de l'intégrité, ne survit pas. Tu peux peut-être arriver plus vite en avançant seul, mais pour aller loin et bâtir quelque chose de grand, il faut être bien accompagné. Dans l'amour, la rareté se déguise en attention, mais c'est du contrôle, c'est la peur constante de perdre. Les demandes d'attention, les tests silencieux, la jalousie déguisée en soin. Au début, l'autre comprend, puis il se lasse. Parce que personne ne veut aimer quelqu'un qui vit dans la peur d'être abandonné. Et parfois,
C'est justement cette peur qui provoque ce que tu voulais à tout prix éviter, la faim. La rareté a un piège subtil. Elle te convainc que tout est une menace. Le succès de l'autre, les victoires des autres, même le bonheur de ceux que tu aimes. Et tu te mets à vivre comme s'il n'y avait qu'un seul morceau de bonheur dans le monde et que tout le reste n'était que compétition. Mais les stoïciens, comme Marc Aurèle, nous rappellent « Fais confiance au temps des choses. Quand tu crois que ce qui t'appartient viendra, tu avances en paix. Et celui qui avance en paix transmet quelque chose de rare, la sécurité. Et c'est justement cette sécurité qui inspire le respect. La vraie abondance ne commence pas dans le portefeuille, elle commence dans l'esprit. C'est la sérénité de celui qui sait attendre, la maturité de celui qui ne cherche pas à tout conquérir, et la grandeur de celui qui sait applaudir les autres sans se diminuer. Et si tu veux sortir de ce cycle, voici 3 tactiques simples pour reprogrammer ta mentalité. Première, c'est le geste de la suffisance silencieuse. Chaque fois que quelqu'un te demande comment ça va, résiste à la tentation de dresser la liste de ce qui te manque encore. À la place, réponds avec quelque chose qui t'apporte déjà de la paix. Par exemple, « Je parviens à garder près de moi ce qui compte vraiment ». Ce type de réponse désamorce le discours de la rareté au quotidien et reprogramme la manière dont tu te présentes au monde, sans exagération, sans victimisation et sans esprit de compétition. Deuxième tactique, c'est la table de ce qui est déjà à toi. Prends une feuille de papier et dessine une table. Dessus, écris tout ce que tu possèdes déjà et qui te soutient. Talent, amitié, opportunité et apprentissage. Chaque fois que tu as l'impression de rester en arrière, reviens à cette image. Elle est là pour te rappeler que tu n'es pas en train de concourir pour une place, tu as déjà ton propre espace. C'est cette conscience qui apaise le regard. Et la troisième, c'est l'intervalle de l'expansion. Choisis un moment fixe dans ta journée. Cela peut être juste après ton réveil, en arrivant au travail ou en rentrant chez toi. Pendant 30 secondes, fais quelque chose qui représente l'expansion. Fais un compliment gratuit, partage une idée ou propose ton aide. La mentalité de rareté se dissout dans la pratique de la générosité spontanée. Cet intervalle est un rappel quotidien que l'abondance n'est pas passive, elle se construit dans l'action. La rareté te pousse à regarder le monde comme s'il te devait quelque chose, comme s'il n'y avait pas assez, comme si chaque réussite de l'autre t'était volée. Mais le respect, le vrai, ne naît pas de la peur de perdre, il naît de la force intérieure de celui qui a déjà ce qu'il lui faut. Et ce qu'il faut, ce n'est pas de la stagnation, c'est de la stabilité, c'est savoir que tu n'as pas besoin de courir après ce qui est déjà en chemin, c'est comprendre que tu n'as pas besoin d'attaquer pour exister. L'abondance n'est pas un solde bancaire, c'est un état intérieur qui commence quand tu arrêtes de vivre limité. La prochaine fois que tu te sentiras en retard, souviens-toi, ce n'est pas un manque, c'est une comparaison. Ce n'est pas une perte, c'est une illusion. Ta paix commence quand tu cesses de compter ce que tu n'as pas et que tu commences à avancer avec ce qui te porte déjà, parce que celui qui vit avec légèreté dans le regard, présence dans les mains et grandeur dans le cœur est déjà, avant même d'avoir conquis quoi que ce soit. Numéro 5. L'erreur de ne pas prêter attention. La plupart des gens ne perdent pas le respect à cause de cris, de trahison ou d'offenses directes. Ils le perdent peu à peu, dans l'indifférence déguisée, dans l'absence silencieuse, dans la distraction qui se répète chaque jour. Vous n'avez pas besoin de dire que quelqu'un ne compte pas. Il suffit d'être là physiquement, mais avec l'esprit ailleurs. Cela suffit pour que l'autre ressente « mes paroles n'ont aucune valeur pour toi ». C'est comme essayer de parler à un mur qui respire. La présence physique est là, mais l'absence émotionnelle prend toute la place. Et cela fait mal. Pensez à une conversation simple. Quelqu'un s'ouvre pour raconter quelque chose d'important et vous, sans même vous en rendre compte, regardez votre téléphone. La connexion se rompt à cet instant, la personne continue de parler, mais émotionnellement, elle s'est déjà refermée. Car rien ne blesse autant que d'offrir sa vulnérabilité et de recevoir de l'inattention. Imaginez maintenant l'impact que cela peut avoir au travail. Un collègue est en train d'expliquer un processus, mais vous êtes en train de répondre à des messages sur WhatsApp. Quand vous posez une question sur quelque chose qu'il vient tout juste de dire, cela ne semble pas être de la distraction, mais du mépris. Vous donnez l'impression que son temps ne vaut pas votre présence.
Et cela ronge le respect de manière silencieuse, mais certaine. À la maison, c'est encore plus douloureux. Un père qui essaie de parler à son fils, un partenaire qui tente de partager une pensée. Et de l'autre côté, seulement le son des notifications et des yeux qui ne se lèvent pas. Ces petits vides deviennent des trous, et ces trous deviennent des abîmes. C'est ainsi que les liens se perdent, non pas dans une explosion, mais dans des absences répétées. Marc Aurèle disait « Concentre-toi sur ce qui est devant toi », parce qu'être vraiment présent est une déclaration silencieuse de valeur. Quand vous écoutez avec attention, sans interrompre, sans distraction, vous dites « Je te vois, je te respecte, tu comptes ». Et ce qu'il y a de plus impressionnant, c'est que personne n'oublie comment il s'est senti lorsqu'il a été vraiment écouté. La présence laisse une empreinte, tout comme l'absence aussi. Si vous sentez que vous avez échoué sur ce point, ne vous blâmez pas. Nous sommes chaque jour plus connectés, et même ceux qui ne connaissaient pas la distraction numérique apprennent à devenir accros au téléphone. Aujourd'hui, nous sommes partout, sauf là où nous sommes réellement. Mais renverser cette habitude ne demande pas la perfection, cela demande de l'intention. Et pour vous y aider, voici 3 tactiques pratiques pour transformer votre présence en respect. La première est le rituel de l'arrivée. Avant toute rencontre, toute conversation ou toute réunion, faites un geste symbolique pour marquer le début de votre présence. Rangez votre téléphone, respirez profondément 3 fois et dites mentalement « Je suis ici ». Ce petit rituel modifie votre état intérieur et signale que vous êtes pleinement présent dans ce moment. La deuxième est la technique de la spirale inversée. Chaque fois que vous sentez votre esprit s'éloigner de la conversation, au lieu de vous en vouloir, observez avec curiosité « Où suis-je allé maintenant ?» Nommez la pensée et revenez doucement. La conscience sans jugement brise le cycle de la distraction et entraîne votre attention à rester. Et la troisième est le défi du regard présent. Pendant les 7 prochains jours, choisissez une personne par jour pour appliquer ceci. Rangez votre téléphone, regardez-la dans les yeux pendant qu'elle parle et pratiquez le silence actif. Écoutez sans interrompre, sans penser à la réponse. Restez simplement à l'écoute. Ensuite, notez comment cette personne a réagi. Vous allez constater l'impact immédiat de votre présence. Prêter attention est un geste simple, mais rare, et c'est justement pour cela qu'il est si puissant. Il ne demande ni diplôme, ni argent, ni talent, juste le choix d'être là. Et celui qui apprend à être là gagne quelque chose qui ne s'achète pas, la confiance. Lors de votre prochaine conversation, essayez d'être cette présence, car parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour se sentir valorisé, c'est de ne pas être ignoré. Numéro 6. Quand personne ne peut compter sur vous. Être digne de confiance est l'un des fondements les plus solides du respect. Quand les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous, les liens se renforcent sans effort. Mais lorsque cette confiance est rompue, le préjudice va bien au-delà d'un simple malentendu. Il touche quelque chose qui, bien souvent, ne redevient jamais comme avant. Imaginez une scène courante. Vous prenez en charge une partie importante d'un projet au travail, mais vous oubliez la date limite. Vous ne livrez pas ce qui a été convenu. L'équipe est déçue, la présentation échoue, et soudainement votre nom cesse d'être associé à la compétence et commence à susciter le doute. Un doute qui ressurgira lors de la prochaine réunion, de la prochaine échéance, du prochain appel. Maintenant, imaginez une demande personnelle. Un ami vous sollicite dans un moment difficile et vous demande une aide simple. Vous dites que vous viendrez, vous promettez d'être là, mais vous ne venez pas. L'excuse est légère, mais l'absence est lourde. Même s'il dit que tout va bien, quelque chose se brise à l'intérieur, et la prochaine fois, il y pensera à 2 fois avant de vous demander. Être peu fiable, c'est comme traverser un pont aux planches branlantes. C'est possible, mais avec prudence. La peur de tomber à tout moment modifie la façon dont les gens marchent à vos côtés, toujours sur leur garde, s'attendant au prochain faux pas. La fiabilité se construit dans les détails. Tenir ses paroles, répondre quand on l'a promis, prévenir en cas de retard, honorer sa parole. Cela peut sembler peu, mais ce sont ces petites preuves quotidiennes qui révèlent qui vous êtes vraiment. Sénèque disait qu'une vie respectable exige une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. L'intégrité commence lorsque vos actions n'ont pas besoin d'explication et que vos paroles n'ont pas besoin d'être renforcées. Si vous avez déjà échoué là-dessus, vous n'avez pas à avoir honte.
Nous avons tous un jour laissé quelqu'un tomber. La différence réside dans ce que vous faites ensuite. Choisissez-vous de vous cacher derrière des excuses ou vous relevez-vous pour reconquérir ce qui a été perdu? Vous voulez du respect au travail? N'attendez pas que votre supérieur vous relance, livrez avant. Prévenez à l'avance. Soyez présent à l'avance. Car quand vous agissez sans pression, vous montrez que votre responsabilité vient de vous-même. Vous voulez du respect dans une relation? Tenez vos engagements, surtout dans les petites choses. Dire que vous arriverez à 20 heures et apparaître à 22 heures sans prévenir, ce n'est pas juste un retard, c'est une négligence émotionnelle. Chaque promesse rompue sans raison apparente apprend à l'autre à attendre moins de vous. Et petit à petit, il apprend à ne plus compter sur votre présence. Et lorsque vous ferez une erreur, car oui, vous échouerez, ne fuyez pas. Ne blâmez pas la circulation, le rythme effréné, le destin. Admettez, corrigez et recommencez. Les personnes fiables ne sont pas celles qui ne se trompent jamais, mais celles qui ne disparaissent pas lorsqu'elles se trompent. Ce sont celles qui restent, réparent et apprennent. Être digne de confiance, c'est avoir le contrôle de sa propre parole. C'est montrer que vous êtes stable, même quand tout autour est instable. Et cette stabilité ne passe pas inaperçue. Elle apaise, elle inspire, elle attire. À partir d'aujourd'hui, traitez vos paroles comme une signature. Chaque oui doit avoir du poids, chaque promesse une valeur, car celui qui apprend à être fiable n'a pas besoin de parler fort. Sa conduite parle pour lui. Si vous appliquez cela à votre vie, vous n'aurez plus jamais besoin d'élever la voix pour obtenir le respect. Numéro 7. L'habitude de se plaindre. Se plaindre peut sembler être un simple exutoire, mais lorsque cela devient une habitude, cela épuise ceux qui vous entourent et éloigne ceux qui voudraient rester. Au début, la plainte rapproche, tout le monde s'unit contre quelque chose. Mais très vite, cette union devient un fardeau, et ce qui était de l'empathie se transforme en épuisement. Pensez à un collègue qui arrive chaque jour en se plaignant du café, du patron, du temps, des embouteillages, de la vie. Au début, vous écoutez, puis après quelques semaines, vous commencez à l'éviter. Petit à petit, l'environnement se contamine, et si c'est vous qui vivez dans ce cycle, l'effet sur les autres est le même. Sans que vous vous en rendiez compte, vos relations commencent à se faner. Se plaindre, c'est comme répandre du poison en espérant que vos rêves poussent. Chaque mot qui sort de votre bouche porte une énergie, et cette énergie façonne ce que vous vivez. Lorsque vous choisissez de ne voir que les problèmes, vous semez précisément ce que vous souhaitez éviter. Imaginez maintenant un dîner léger entre amis. Il suffit de 2 ou 3 plaintes sur les prix, la politique, la journée, et l'ambiance change. Les conversations s'éteignent, la légèreté disparaît. Se plaindre, c'est comme allumer une lampe que personne ne veut garder allumée. Elle éblouit la bonne humeur et n'éclaire que les problèmes. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, enseignaient à concentrer son énergie sur ce qui dépend de nous. Se plaindre de ce que l'on ne peut pas changer, c'est comme ramer à contre-courant. On se fatigue, on s'irrite, et l'on n'avance pas. Accepter l'inévitable est une libération, et agir sur ce qui est possible, c'est de la sagesse. Mais si vous vous reconnaissez dans ce schéma, ne vous en voulez pas pour autant. Peut-être que cela a été votre soupape de sécurité pendant longtemps. Ce dont vous avez besoin maintenant, ce n'est pas de culpabilité, c'est d'une direction. Voici 3 pratiques pour reprogrammer cet élan. La première consiste à utiliser le système d'ancrage émotionnel. Cela fonctionne ainsi, vous choisissez une ancre, une question ou une phrase qui va interrompre le cycle de la plainte dès qu'il commence. Par exemple, « Est-ce que cela améliore ma vie maintenant ?» ou « Merci la plainte, aujourd'hui je cherche la solution ». Répétez cette phrase chaque fois que vous sentez que vous allez vous plaindre. Avec le temps, cela deviendra un réflexe automatique. La deuxième consiste à créer un journal d'inversion. Pendant une semaine, chaque fois que vous avez envie de vous plaindre, notez la raison. Mais avec une règle, à côté de la plainte, écrivez une action possible. Par exemple, embouteillage pénible, transformé en « je vais écouter un podcast » ou « trop de travail » remplacé par « très bien, je vais prioriser les 3 tâches les plus importantes ». Cela entraîne le cerveau à penser en termes de solutions avant de nourrir le problème. Et enfin, faites le test des 3 minutes. Lorsque vous êtes dans un environnement social, retenez toute plainte pendant au moins 3 minutes.
Ce temps est suffisant pour prendre conscience de ce que vous alliez dire et décider si cela en vaut la peine. Si ce n'est pas le cas, laissez tomber et si c'est encore pertinent, reformulez avec plus de légèreté. Par exemple, remplacez « le service était horrible » par « je pense que la prochaine fois je choisirai un autre endroit ». Se plaindre sans cesse conditionne le cerveau à chercher des défauts, et plus vous en voyez, plus vous vous éloignez des solutions. L'esprit entre dans un état de manque. Tout semble mauvais, même quand ça ne l'est pas. Vous voulez être une présence admirée? Commencez par devenir quelqu'un qui transforme la tension en solution. Remplacez le « c'est affreux » par « que puis-je faire avec ça maintenant ?» Ce changement transforme votre humeur et l'ambiance autour de vous. Les personnes qui ne se plaignent pas de tout, mais agissent même dans les jours difficiles, sont perçues comme des ancres, stables, respectées, fiables. Choisissez d'être quelqu'un qui avance avec la vie, pas quelqu'un qui se fige face à elle. La prochaine fois qu'une critique vous monte aux lèvres, faites ce choix, remplacez-la par une action. C'est ainsi que commence le respect, quand vous cessez de répéter le problème et commencez à faire partie de la solution. Commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Et il est entièrement sous votre contrôle de laisser en commentaire lequel des 7 comportements vous allez abandonner, dès maintenant. Commencez à déclarer et à vous engager dans votre changement, voyez comment votre vie peut se transformer. Commentez « Courage stoïcien » pour que je sache que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et merci de m'avoir accompagné dans cette sagesse.